Amis internautes, nous recevons en exclusivité ce jeudi avec beaucoup de plaisir le directeur général du Conseil Coton Anacad, M. Sanogo Lamine. Avec lui, nous allons parler naturellement du coton et de l'anacad, made in Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question. Vous venez d'organiser un atelier de validation du document d'opérationnalité de la réforme de la filière coton et anacad. Que pouvons-nous retenir de cette rencontre, Monsieur le directeur? Merci beaucoup pour votre question. Avant de répondre, je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en nous confiant la responsabilité de ces deux filières. À travers lui aussi, je voudrais remercier le gouvernement, le Premier ministre Kabila Duncan et le ministre de l'Agriculture vraiment pour l'intérêt qu'ils accordent au développement de ces filières. Relativement au séminaire de Yamoussoukro, il s'agissait d'opérationnaliser un des axes stratégiques de la réforme de la filière coton. Et cet axe stratégique est exactement le zoning, l'attribution des zones d'encadrement exclusif à chaque égreneur. Le zoning, qu'est-ce que c'est? Le zoning, pour tout dire, il s'agit un peu d'attribuer des espaces à chaque égreneur pour le rassurer dans l'organisation même de ses activités et aussi ça lui confier des responsabilités vis-à-vis des acteurs de cette zone. Ces responsabilités sont d'assurer l'encadrement et de faire en sorte que les rendements puissent être bons, que les rendements puissent être bons, améliorer le cadre de vie de ces producteurs et renforcer leurs capacités. En contrepartie, le greneur aura l'exclusivité d'opérer dans cette zone, donc pouvoir mobiliser des financements pour développer la zone. C'est vraiment l'esprit du zoning. Et cela a été motivé par le fait qu'après la libéralisation de la filière, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de concurrence, je dirais, entre les différents acteurs. D'abord, il y a le détournement de coton, il y a la qualité des produits. Une concurrence déloyale. Une concurrence très déloyale, et je le précise, entre les acteurs et qui renchérit le coût de production du coton. Et le renchérissement du coût de production du coton a un impact direct sur les revenus du producteur. Donc globalement, c'est comme les charges sont mutualisées dans la filière coton, les opérateurs qui font 300, 400 km pour aller chercher du coton, vraiment c'est pas rentable. Et à la fin de la journée, c'est le producteur qui paye. C'est pour ça que nous avons estimé que l'une des solutions, c'était vraiment le zoning. Et je voudrais préciser aussi que les pays les plus gros producteurs en Afrique sont des pays qui opèrent dans notre zone exclusivité. Vous prenez le cas du Mali, c'est d'abord une seule société, la CMDT, qui est une société d'État. Si vous prenez le cas du Burkina, vous avez une société d'État. À côté de cette société, vous avez deux autres sociétés, mais chacune est dans une zone déterminée. Donc il n'y a pas d'interférence entre les acteurs, de telle sorte que le producteur, vraiment l'encadrement est assuré et tout le monde peut pouvoir optimiser ses activités. Alors les égreneurs ont accepté sans difficulté ce nouveau découpage? On n'a pas encore peaufiné le découpage. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Je crois que les égreneurs ont compris qu'à cette allure-là, la filière va disparaître. Tout le monde est d'accord sur le principe du zoning. Mais vous comprenez avec moi que le diable est dans les détails. Lorsqu'il s'agit maintenant de faire la répartition physique, c'est là qu'il y a des discussions entre les égreneurs. Mais nous pensons que nous pouvons avancer parce qu'à un moment, il va falloir s'appuyer sur des critères objectifs pour pouvoir départager les zones sur lesquelles les égreneurs ne veulent pas céder aux autres égreneurs. Donc globalement, l'esprit est bon. Maintenant, il reste de départager les acteurs sur certains détails. Monsieur le directeur général, la Côte d'Ivoire est passée cette année premier producteur mondial de cajou devant l'Inde. Comment cela a été possible en un temps record? Cela a été possible grâce à la réforme mise en place par le président de la République. Vous savez qu'avant cette réforme, l'anacad se payait souvent à 25 francs, 50 francs, 75. En tout cas, il y avait tous les prix. C'était certains gros opérateurs de la filière qui dictaient le prix. Mais la réforme a permis de réorganiser, de structurer la filière de telle sorte qu'aujourd'hui, le
le prix d'achat aux producteurs s'est nettement amélioré. Donc ça a encouragé les producteurs. Ceux qui avaient abandonné les champs, ils sont repartis aux champs. Ceux qui n'entretenaient pas les champs ont commencé à les entretenir. Du coup, les rendements à l'hectare ont nettement évolué et ça se répercute sur la production, évidemment. Donc je pense que c'est les prix offerts aux producteurs dans le cadre de la réforme qui ont tiré la production vers le haut. Alors ces prix sont passés de combien à combien? Ces prix, avant la réforme, on avait juste des prix indicatifs avant la réforme, mais je peux vous rassurer, et les auditeurs me confirmeront, les prix, il y avait tous les prix. Hein. La volatilité était très forte, puisque souvent c'est à 25 francs, 50 francs, 75 francs. Voilà. Mais les acteurs, souvent, en début de campagne, s'entendent sur des prix, qu'ils appelaient même des prix indicatifs. Un prix indicatif, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de payer à ces prix. Et dans le cadre de la réforme, on est parti sur la base d'un prix plancher minimum. Ce qui veut dire que nous prenons les offres de prix origine Côte d'Ivoire, on sort tout ce qui est différentiel, de coûts, de frais d'approche, et on a un prix qui doit être proposé aux producteurs comme prix minimum, qui doit être respecté par les acteurs parce qu'on a mis les documents de traçabilité. Aujourd'hui, on sait ce que chacun fait. Et ce prix-là, c'est un prix plancher. Maintenant, nous laissons la concurrence, l'offre et la demande déterminer le niveau des prix à chaque moment. Mais on le fait pour 2 mois. Après 2 mois, on révise les différents paramètres pour voir si le prix plancher doit être diminué. S'il doit diminuer, nous saisissons le gouvernement pour dire que le contexte international veut que les prix soient revus à la baisse. Donc c'est un peu le schéma de fixation, le nouveau schéma dans le cadre de la réforme de fixation du prix de la noix de cajou. Quels sont les prochains défis selon vous? Le prochain défi selon nous, c'est d'abord maintenir notre rang de premier producteur mondial. Ça, c'est important. Deuxièmement, travailler sur la qualité, parce que c'est la qualité qui se paye à la fin de la journée. Donc, accélérer, renforcer l'encadrement des producteurs pour qu'ils sortent la qualité, pour que ça se répercute sur les prix. Et maintenant, accélérer le niveau de transformation, parce qu'on fait 700 000 tonnes, mais on transforme bon an, mal an que 45 000 tonnes, alors qu'on a une capacité de transformation aujourd'hui qui avoisine les 100 000 tonnes. Donc l'accent est mis vraiment sur la transformation. C'est pour cela que vous êtes au courant du salon que nous organisons chaque année, le Salon international des équipements et des technologies de transformation, qui est pour vulgariser les équipements de transformation et faire la promotion de la consommation des produits dérivés. C'est vraiment un objectif. Pour pouvoir aussi accélérer la transformation, nous sommes en train de créer une école usine qu'on appelle le CTC, Centre de technologie du cajou, ou le Cajou Center, le Cajou Technology Center, qui est installé au Technopole de Yamoussoukro, où nous travaillons en collaboration et en synergie avec l'Institut national polytechnique Oufo-Boigny et l'Institut polytechnique de Ho Chi Minh pour transférer les technologies, les équipements de transformation et pour permettre à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse ivoirienne de s'approprier ces technologies-là et pourquoi pas demain d'être même des exportateurs, non seulement d'amendes, mais des équipements aussi de transformation. Voilà vraiment notre vision pour la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est un défi et nous travaillons aussi avec le ministère de l'Industrie pour renforcer les capacités des transformateurs locaux et pour mettre en place un certain nombre d'instruments du marché, notamment les récépissés d'entreposage, pour leur permettre d'avoir accès à la matière première, parce que c'est une difficulté aussi qu'il faut relever. Je vous ai parlé des capacités 100 000 tonnes et des réalisations 45 000 tonnes, parce que les petits transformateurs ont du mal à faire la concurrence avec les autres acteurs qui viennent acheter ici. Donc il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs pour leur permettre d'acheter l'anacarde. Je vous fais remarquer que la campagne c'est sur 3 mois. Et les opérateurs en Côte d'Ivoire, ils doivent faire leur stock pour toute l'année. Alors que si vous prenez des pays qui transforment comme l'Inde, comme le Vietnam, ils s'approvisionnent tout le long de l'année. En Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, chez eux-mêmes. Donc les périodes de production n'étant pas les mêmes, ils ont un approvisionnement continu dans le temps. Chez nous, en Côte d'Ivoire, pendant les 3 mois, il faut stocker votre production d'un an. Ce n'est pas facile, le coût du stock. Donc nous travaillons avec le ministère de l'Industrie pour proposer vraiment un schéma structuré de financement
qui va permettre d'augmenter la quantité au niveau des petits transformateurs. À côté de cela, vous avez aussi des initiatives au niveau de l'État, notamment le projet accéléré de transformation de l'ANACAD, qui va se mettre en place très prochainement. L'année prochaine? Oui, l'année prochaine, ça va démarrer, l'année prochaine. Et l'école usine dont je vous ai parlé aussi va entrer en fonctionnement l'année prochaine. D'accord. Alors, revenons au niveau du coton. Quelle est la situation? Au niveau du coton, la situation est, je dirais que... Elle est reluisante. Elle est reluisante sur 2 points, notamment la production qui augmente. Vous savez que nous sommes à 450 000 tonnes pour la campagne 2014-2015 et nous envisageons les 500 000 tonnes pour la campagne 2015-2016. En même temps, vous avez une augmentation des superficies emblavées. Ça, c'est important. Vous avez aussi une augmentation du nombre de producteurs de coton. Ça aussi, c'est bon à souligner. Mais par contre, il y a quelques réglages encore à faire, notamment en ce qui concerne le rendement à l'hectare, parce que c'est sur le rendement à l'hectare que le producteur apprécie son revenu. Même si les prix sont relativement modestes, que le rendement est bon, je pense que c'est bon pour le producteur. Mais aujourd'hui, nous avons une baisse de rendement qui n'est pas vraiment un bon niveau de productivité. Vous avez aussi la qualité du coton graine qui n'est pas du tout bonne. Nous pensons que 80% de la qualité du coton acheté n'est pas bon, qui peut être même classé en 2e choix. Même si les égreneurs l'achètent en 1er choix, la qualité du coton graine n'est pas bonne. D'abord, il y a le taux d'humidité, d'abord, il y a les matières étrangères, il y a beaucoup de choses dans le coton. Évidemment, la qualité de la fibre aussi n'est pas bonne aujourd'hui. La qualité de la graine n'est pas bonne. Tout ça, c'est vraiment des problèmes qu'il faut régler. C'est pour ça qu'il faut accélérer la réforme de la filière coton pour pouvoir vraiment répondre à ces défis. À cela, j'ajoute aussi l'approvisionnement des unités locales, que ce soit les unités de trituration ou les unités de filature textile, comme Utexi, comme Cotivo, qui ont besoin d'être approvisionnés pour créer des emplois, pour créer de la valeur ajoutée. Ça, c'est des questions, c'est des défis de la filière coton qu'il faut vraiment travailler à régler très rapidement. Quelle est la place qu'occupe le coton, la Côte d'Ivoire au niveau du marché du coton? Au niveau de la production du coton en Côte d'Ivoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire est 3e, après le Burkina et le Mali. Voilà. Mais sur le plan international, la Côte d'Ivoire se situe autour de 14e place. Mais je dois vous faire juste remarquer que la production mondiale de la fibre de coton, c'est 25 millions de tonnes en moyenne. Et la Côte d'Ivoire produit 250 000 tonnes. Donc c'est pour vous permettre de comprendre que contrairement à l'anacade ou bien au cacao, où nous avons une position dominante, et notre organisation peut impacter sur le marché. Au niveau du coton, pour améliorer le revenu des producteurs, c'est des efforts internes que nous devons faire. C'est des efforts d'optimisation de nos coûts pour pouvoir dégager des marges pour améliorer le revenu du producteur, donc pour assurer la durabilité de cette filière. C'est vraiment le défi. D'accord. Alors après le cacao, le café et le cacao, est-ce qu'on peut dire que la richesse de la Côte d'Ivoire peut désormais reposer sur ces 2 tandems, coton, anacarde? Je dirais plutôt qu'à côté du cacao, ces 2 filières quand même ont un rôle très important parce que d'abord, c'est des filières qui font dans les 2 tiers du pays, au nord et au centre, où il n'y a pas beaucoup d'alternatives, comme au sud. Et ces 2 filières participent, bon an, mal an, à 5% à la richesse nationale. C'est vrai petit par rapport au cacao, mais c'est bon à prendre parce que c'est des filières qui sont vraiment en progression, parce que les marges de progression sont très fortes. Et nous pensons que dans les années à venir, pourquoi pas, on pourra vraiment atteindre au moins les 10% de contribution à la richesse. Monsieur le directeur, avec le cacao, on a constaté que les paysans, premier maillon de la chaîne de production, ont souvent été défavorisés. Est-ce que ce paradoxe pourrait être corrigé au niveau de la filière coton anacarde? Nous pensons que c'est tout le sens de la réforme décidée. Nous pensons objectivement que c'est le sens de la réforme décidée par le président de la République. Parce que je vous disais tout à l'heure que l'anacarde, c'était 25 francs, 75 francs
Aujourd'hui, les producteurs vous diront que le prix plancher, c'était 275, mais à un moment donné, ça s'achetait jusqu'à 600 francs. Donc, c'est pour vous dire que nous, notre objectif dans le cadre de la réforme, c'est vraiment améliorer le prix aux producteurs. C'est pour ça qu'on est en train de revoir tout ce qui est mécanisme de fixation des prix. C'est des mécanismes qui doivent s'appuyer maintenant sur des coûts normatifs. Voilà, c'est des coûts normatifs de telle sorte que tous ceux qui font des efforts d'organisation, d'optimisation, peuvent dégager des bénéfices, mais tous ceux qui ne feront pas des efforts, ils vont perdre de l'argent, peut-être qu'ils vont disparaître de la filière. Mais en tout état de cause, ce n'est pas aux producteurs de payer les contre-performances ou bien la mauvaise gouvernance de certains acteurs de la filière. Et le mécanisme, les nouveaux mécanismes que nous mettons en place, vraiment va dans ce sens-là. Et c'est pour ça aussi qu'on sensibilise pour le zoning. Parce que tout ça, c'est des éléments qui vont permettre aux producteurs vraiment de gagner. Et nous travaillons à mettre en place les moyens pour améliorer le cadre de vie en milieu rural et aussi à professionnaliser les acteurs de ces deux filières. Donc c'est l'objectif de la réforme, c'est de faire en sorte que le producteur soit d'abord le premier bénéficiaire de la performance de ces filières-là. Parce que sans producteur, il n'y a pas de filière. Voilà. Sans bons revenus acceptables par le producteur, il n'y a pas de durabilité de ces filières. C'est des filières qui vont disparaître. Des structures de développement au niveau local, comme c'est le cas du café cacao. Ah si, il est prévu et nous travaillons déjà, si vous regardez même en collaboration avec le PESAC, nous avons commencé à reprofiler les pistes de décès et nous avons tout un programme qui va permettre, c'est vrai on vient de démarrer, mais qui va permettre d'améliorer le cadre de vie en milieu rural. De manière générale, je vais parler de l'hydraulique villageoise, je vais parler des cases de santé, je vais parler de la sensibilisation vraiment à l'hygiène, aux bonnes pratiques agricoles, à améliorer la rentabilité des filières. Il y a tout un programme qui est mis en place et je vous fais remarquer que ça fait juste 2 ans que nous existons. Donc voilà, nous essayons d'aller progressivement pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés. C'est combien d'emplois qui sont créés après la réforme de la filière? Après la réforme de ces deux filières, bon an, mal an, je ne vais pas trop me rentrer dans les débats de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau des producteurs de coton, on a vu qu'il y a eu au moins 32 000 producteurs qui sont revenus dans le coton, c'est important. Au niveau de la NACAD, il y a à peu près 110 000 producteurs qui ont repris et la tendance est très bonne parce que les coûts, en tout cas, en ce qui concerne la NACAD, les coûts sont très bons et les perspectives pour la campagne prochaine sont bonnes. D'abord, la demande internationale, elle est très forte. La parité euro-dollar reste favorable. Il suffit seulement que nous mettons l'accent sur la qualité. C'est ce que les industriels nous ont dit, que quand vous faites de la qualité, nous produisons bien, nous gagnons beaucoup d'argent et nous sommes prêts à mettre de l'argent pour bien acheter leurs produits. Mais si la qualité n'est pas bonne, les machines ne tournent pas très bien et nous perdons vraiment de l'argent. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas mettre suffisamment d'argent pour les origines Côte d'Ivoire. Donc, si la qualité est bonne, en tout cas, les perspectives sont très bonnes. Ça, je peux vous le rassurer. En termes de prévision, l'année prochaine, on attend combien? Nous avons un taux de croissance de l'ordre de 10 à 16% au niveau de la production. Mais nous avons aussi des défis. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies de l'anacadie, il y a des rongeurs aussi qui interviennent. Donc, nous travaillons avec la recherche, avec le CNRA, avec l'université Félix Houphouët-Boigny. D'abord, on a déjà élaboré la carte sanitaire du verger, on a déterminé tout ce qui est maladie, rongeurs, et nous attendons très rapidement à tester les solutions en laboratoire au niveau paysan, en milieu paysan, pour voir un peu l'impact de ces produits-là sur... Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des défis, parce que le verger prend de l'âge et commence à être ouvert à certaines maladies qu'il faut combattre très rapidement pour pouvoir atteindre le niveau de production que nous avons. D'accord. Monsieur le directeur général, ce sera la dernière question. Jusqu'où la Côte d'Ivoire peut aller avec la filière coton en NACAD? Avec la filière coton, moi je pense que la Côte d'Ivoire peut être premier producteur de coton d'Afrique. Le potentiel est là. Et les questions maintenant
d'organiser cette filière parce que il y a des questions, il y a des défis qui s'imposent à nous. Il y a la qualité de la semence, il y a la qualité des intrants, il y a l'encadrement des producteurs, il y a l'optimisation des coûts industriels, des coûts logistiques parce qu'il faut améliorer vraiment les performances. Les ratios d'exploitation des usines doivent être améliorés, les ratios d'exploitation du PAC. Parce que qui dit coton dit logistique. Hein. La logistique, le transport représente pratiquement 60% des coûts industriels dans le coton. Donc quand vous optimisez vos coûts logistiques, vous avez un impact direct sur vos coûts en général, vos coûts de revient. Donc on peut nettement améliorer le prix aux producteurs dans un contexte favorable parce que le dollar il reste vraiment très favorable aux produits d'exportation qui sont cotés en dollars. Je vais parler du coton, je vais parler aussi de l'anacade. Donc le défi il est énorme à ce niveau. Et à côté de cela, au niveau de l'anacade, comme je vous ai dit, rester toujours premier producteur, mais être aussi premier, pourquoi pas devenir premier exportateur d'amandes de cajou. Premier exportateur d'amandes de cajou. Et puis aussi exportateur des équipements de transformation de l'anacade. Ça, c'est vraiment des défis que nous nous assignons et nous travaillons pour atteindre ces objectifs à moyen et long terme. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est vous que je remercie et à travers vous, vraiment, je veux remercier tous les acteurs de la filière, notamment les producteurs, pour leur dire que nous comptons sur eux, la Côte d'Ivoire compte sur eux, le président de la République compte sur eux, ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait en sorte que nous sommes aujourd'hui des premiers producteurs d'anacade et nous pouvons leur assurer que les prix vont nettement s'améliorer grâce aux efforts qu'ils vont fournir à améliorer la qualité de leurs produits. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs de la filière pour qu'ensemble on joue le jeu. On joue le jeu de la productivité, on joue le jeu de la transparence. Parce que si on ne joue pas ce jeu-là, c'est que certains acteurs cherchent à tricher pensant que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Je crois que ce n'est pas bon pour la durabilité de la filière. Donc c'est un appel que je lance à tous pour que nous nous impliquons dans ces deux filières pour qu'elles soient demain la deuxième mamelle de l'économie ivoirienne.